Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projets, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon réveillon de Noël et en même temps un joyeux Noël. Très heureuse de vous avoir en ce début d'après-midi, 13h heure de France, midi GMT. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique tech au féminin. Pourquoi la mixité est le prochain défi majeur de notre industrie. Comme nous avons la routine de le faire, nous allons faire un tour sur nos plateformes des réseaux sociaux pour s'assurer que nous sommes très bien live et que le son y est. Si vous regardez actuellement ce webinaire, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes connectés, mais surtout à nous partager ce webinaire dans vos feeds sur vos plateformes des réseaux sociaux. Je veux dire sur la LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook. Alors, nous allons faire le check tout de suite avant d'aborder cette thématique. Alors, j'ai Facebook ouvert, donc je vais faire le check très rapidement. Et là, ça y est, nous sommes en live sur Facebook. Vous me dites si vous me saisissez très bien que le son y est. Ensuite, nous allons faire un tour sur notre chaîne YouTube qui est sur LinkedIn et normalement, c'est bon. C'est bon, nous sommes très bien en live également sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si tout est OK de votre côté. Je veux dire, si vous nous attendez très bien et que tout est clair pour vous. YouTube, qui est sur LinkedIn. Oui. Alors, je vais republier et c'est bon. Alors, dernier tour, ça serait sur YouTube. Alors, est-ce que nous sommes très bien en live on YouTube? Definitely, we are in live on YouTube. Tout est OK. Et donc, nous allons commencer notre webinaire Tech au féminin. Pourquoi la mixité est le prochain défi majeur de notre société. Alors, la transformation numérique de notre société nécessite la participation équitable de tous les talents. Dans ce webinaire, nous allons donc aborder ou explorer pourquoi la diversité de genre n'est pas seulement une question d'équité, mais un impératif stratégique pour l'avenir de la technologie. Pour ce faire, nous allons vous partager un support que nous avons préparé pour cette occasion. Sachez que le code n'a pas de genre et pourtant les chiffres racontent une toute autre histoire. Tout récemment, j'ai lancé un sondage sur LinkedIn pour proposer les pourcentages de représentation de femmes dans l'industrie de la technologie. Je pense que j'ai proposé 5%, 2%, 15% et 28% pour voir à peu près si notre communauté est au courant de cette représentation des femmes dans l'industrie de la technologie.
Et pour être honnête avec vous, j'étais épatée de voir les réponses que les gens ont données autour de ce sondage. La bonne réponse, c'est 28% ici en France. Les femmes représentent à peu près 28% dans le secteur de la tech. Cela signifie que si on prend aujourd'hui sur 20 professionnels dans l'industrie de la technologie, on va avoir à peu près 6 ou 5, voilà, entre 5 et 6 femmes sur ces 20 professionnels. Et cela se généralise sur la représentation des femmes sur le plan mondial. Et donc, je répète, si on prend 20 professionnels qui évoluent dans le secteur de la technologie, on va retrouver uniquement entre 5 et 6 personnes. Et cela est aberrant. Nous savons que nous sommes vraiment dans une transition numérique qui s'accélère de façon exponentielle. Or, le constat s'impose. Les femmes ne représentent encore qu'une faible minorité des effectifs techniques en France et sur le plan mondial. Or, historiquement, les femmes étaient des pionnières. Oui, les femmes étaient des pionnières dans l'informatique, mais aujourd'hui, elles semblent des grandes absentes dans ce secteur qui façonne pourtant le monde de demain. Par exemple, dans un marché en tension où chaque talent compte, la place de la femme dans la tech n'est plus seulement un sujet de société, mais un impératif d'innovation et de performance. Et pour rappel, les premiers algorithmes ont été conçus par les femmes. Oui, les premiers algorithmes et les fondations de la programmation moderne ont été posées par des femmes à l'instar de Ada Lovelace et de Margaret Hamilton lors de la mission Apollo. Donc, c'est pour vous mettre dans le contexte et dire que les femmes étaient de base les pionnières dans l'informatique. Pourquoi donc aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2026, on se retrouve avec une représentation entre 28 et 30% dans l'industrie de la tech. Nous allons donc découvrir dans ce webinaire quelles sont les causes de cette faible représentation des femmes. Let's go. Et donc, comme je le disais, je vous ai préparé un support que nous allons explorer tous ensemble autour de cette thématique. Alors, donc, ce sont les chiffres que je vous donnais il y a quelques instants. Il y a un constat alarmant, les chiffres de la sous-représentation des femmes. Donc, aujourd'hui, on est à 28% de femmes dans la tech. Seulement 28% des professionnels du secteur technologique sont des femmes, un chiffre qui stagne depuis des années. Et quand on se tourne vers les postes de direction, on va avoir des femmes qui occupent moins de 15% des postes de direction dans les entreprises technologiques mondiales. Si je prends un exemple d'entreprise de technologie, Microsoft par exemple, donc, chez Microsoft, on va se retrouver avec 15% de postes de direction occupés par les femmes. Au niveau des fondatrices de start-up, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs dans la tech, on a seulement 5%. Oui, seuls 5% des start-up technologiques financées sont fondées uniquement par des femmes. Enfin, ces statistiques révèlent un déséquilibre profond qui prive l'industrie de perspectives essentielles et de talents exceptionnels. Donc, la sous-représentation féminine dans la tech n'est pas un accident, mais un résultat de barrières systémiques qui doivent être démantelées.
Si vous nous suivez actuellement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où où est-ce que vous êtes connectés et à nous faire part surtout de vos réflexions, de vos analyses, mais surtout de vos questions autour de cette thématique. Nous allons avancer. Alors, les origines du problème, c'est un pipeline qui fait. Nous allons nous tourner vers l'éducation précoce, les études supérieures, l'entrée professionnelle et puis la rétention. Tout récemment, je pense il y a à peu près un mois, je vais partager cette expérience avec vous. Il y a de cela un mois, j'ai été invitée dans une école, dans une école primaire ou élémentaire pour parler de mon métier dans la tech aux élèves. Et donc, j'ai pu constater que déjà dans les classes, il y a moins de femmes comparées aux hommes. Voilà. Et donc, au cours de cet échange, j'ai j'ai demandé à tous les élèves qu'est-ce qu'ils se projettent de devenir quand ils vont grandir, je veux dire quand ils auront leur diplôme et quand ils seront prêts à rentrer dans la vie active, quel métier ils aimeraient faire. Il y avait beaucoup, voilà, qui disaient oh, je vais être vétérinaire, je vais être médecin, je vais être pédiatre, je vais être astronaute. Et j'étais vraiment très contente de voir que déjà dans le bas âge, voilà, ces élèves ont déjà une vision ou une idée de ce qu'ils aimeraient faire plus tard comme métier. Force est de constater qu'il y avait quand même moins de filles qui se projetaient dans ces métiers, dans la tech ou dans les sciences. Donc, c'est vraiment un exemple concret pour dire encore une fois que nous avons du pain sur la planche, nous avons du boulot, surtout en tant que rôle modèle ou en tant que femme évoluant dans l'industrie de la tech, à sensibiliser ces jeunes filles dès le bas âge à s'orienter vers les métiers de la tech ou des sciences. Et c'était ça même l'objectif de cette intervention, puisque la directrice de l'école avait vraiment sollicité les professionnels ou les mamans ou les femmes qui évoluent dans les métiers des sciences ou de la technologie à parler de leur métier et à pouvoir sensibiliser surtout les jeunes filles à s'orienter elles aussi plus tard dans ces métiers-là. Donc, c'était voilà pour vous donner un exemple concret ou un retour sur expérience. Alors, nous allons continuer. Et donc, je disais, au niveau de l'éducation précoce, les stéréotypes de genre découragent les filles dès l'école primaire à s'intéresser aux sciences et aux mathématiques. Oui. Autour de cette expérience, j'ai pu constater que la plupart des jeunes filles avaient déjà des idées préconçues en disant que les sciences ou tout ce qui tourne autour de la technologie était compliqué. Donc, il y a déjà ce biais-là en se disant, ouais, c'est compliqué. Donc, en tant que femme ou fille, on ne peut pas s'orienter dans ces secteurs-là. Et donc, c'est à nous, surtout nous les parents, de prendre cette responsabilité et d'orienter nos jeunes filles vers ces secteurs. Au niveau des études supérieures, en réalité, les femmes représentent moins de 25% des diplômés en informatique et ingénierie, limitant le vivier de talent. Oui, quand vous allez aujourd'hui dans les écoles d'ingénierie, dans les grandes écoles d'informatique, vous allez retrouver qu'il y a une faible représentation des femmes dans ces études supérieures.
Maintenant, au niveau de l'entrée professionnelle, nous avons des biais inconscients dans le recrutement qui créent bien évidemment des obstacles supplémentaires pour les candidates qualifiées. Vous allez souvent voir lors des descriptifs du poste, on va dire à la recherche d'un chef. Vous allez, c'est pas une chef, on va mettre d'un chef de projet informatique ou d'un ingénieur en informatique ou d'un architecte, voilà. Donc, tout ça, ces biais-là, ça bloque les gens. En tant que femme, tu tombes sur une offre d'emploi qui dit d'un ou le vous voyez, déjà, ça représente un blocage pour les femmes. Donc, inconsciemment, ils se disent, bon, on n'a pas dit une chef de projet, une architecte, une ingénieure, une un cadre ou une cadre en fait dans l'informatique. Donc tous ces biais qui sont parfois inconscients bloquent les femmes à se projeter ou à postuler pour ces rôles de responsabilité. Nous avons aussi la rétention. Oui, 45% des femmes quittent l'industrie tech avant 35 ans en raison de cultures d'entreprise non exclusives. Ça, c'est un réel problème également. Vous allez voir, quand les femmes rentrent dans le monde professionnel, mais surtout dans le secteur de l'industrie, vous allez les voir très jeunes, parfois. Et arrivé à un certain âge, entre 35 et 40 ans, il y en a qui veulent faire une pause pour construire une famille, se marier peut-être ou avoir des enfants. Et donc, quand elle se lance sur ces projets-là, vous allez voir qu'il va y avoir des discriminations ou parfois des cultures d'entreprise qui restent exclusives, qui ne permettent pas à ces femmes-là de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir faire l'équilibre entre leur vie personnelle ou leur vie de famille et puis leur carrière professionnelle. Donc, arrivé à un moment, les femmes sont obligées de choisir entre une vie de famille et une vie professionnelle. Et quand on est entre 35 et 40 ans et quand on a vraiment cette envie de se poser, d'avoir une famille, le choix reste clair. La femme, elle va donner une primauté sur sa vie personnelle ou sa vie de famille plutôt que continuer une carrière professionnelle. Ce qui fait que on n'a pas de rôle modèle à cet âge-là sur lesquels les jeunes femmes ou filles peuvent s'identifier en disant oui, elle a 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans de carrière dans l'industrie de la tech. Donc, c'est tous ces 4 éléments qui constituent les origines majeures des problèmes autour de la sous-représentation des femmes dans l'industrie de la tech. Je rappelle que vous pouvez participer à ce webinaire à travers vos commentaires, vos réflexions, vos idées autour de cette thématique-là dans les commentaires. Je serai vraiment très heureuse de lire vos messages autour de cette thématique. Nous allons poursuivre. Alors, pourquoi la diversité n'est pas qu'une question d'équité? En réalité, au-delà de l'impératif moral évident, la diversité de genre représente un avantage concurrentiel majeur. Oui, les équipes diverses surpassent systématiquement les équipes homogènes en innovation, résolution de problèmes et performance financière. Les entreprises, par exemple, avec une forte représentation féminine au niveau exécutif, affichent des résultats supérieurs de 21% en termes de rentabilité. Cette corrélation n'est pas
fortuite, non? Elle reflète en réalité la valeur des perspectives multiples dans la prise de décision. Quelques bénéfices tangibles de la mixité. On a une innovation accrue, une performance améliorée, mais surtout une culture d'entreprise renforcée. Au niveau de l'innovation accrue, nous aurons les équipes mixtes qui génèrent jusqu'à 19% de revenus supplémentaires grâce à l'innovation produit. On va avoir une meilleure compréhension des marchés diversifiés. Nous aurons également des solutions plus créatives aux problèmes complexes et puis des approches variées de la conception produit. Côté performance améliorée. Oui, quand on a une mixité, on a aussi une performance qui est améliorée. Les entreprises du quartile supérieur en diversité de genre ont 25% de plus de chances de super former. On aura des décisions plus équilibrées et réfléchies, une réduction des angles morts stratégiques, une meilleure gestion des risques. Et enfin, la mixité permet une culture renforcée. En réalité, les environnements inclusifs augmentent l'engagement et la satisfaction des employés de 30%. Et donc, cette augmentation va permettre de réduire des turnovers qui sont d'ailleurs très coûteux, une attraction de talents de qualité supérieure et enfin une amélioration de la réputation employeur. Effectivement, les entreprises qui prônent la mixité, la diversité, l'inclusion augmentent leur réputation employeur. Ces entreprises-là auront une image, une influence, voire une réputation positive et très améliorée. Nous allons poursuivre. Alors, quels sont les obstacles qui persistent malgré tous ces efforts? Alors, les obstacles vont se tourner au niveau des biais inconscients, comme je le disais tout à l'heure, sur un poste ou une offre d'emploi, vous allez voir à la recherche d'un chef de projet, d'un ingénieur architecte, d'un data scientist, d'un data analyst. Donc, en tant que femme, tu vois déjà cette offre, inconsciemment, tu vas te dire, on n'a pas dit une chef d'entreprise, on n'a pas dit une data analyst, on n'a pas dit une chef de projet, on n'a pas dit une architecte, on n'a pas dit une ingénieure. Donc, inconsciemment, tu te dis, non, tu n'es pas éligible, au fait. Dans l'offre, on n'a pas dit une, vous voyez? Donc, c'est inconscient, hein. Ce sont des biais inconscients. On ne se rend pas compte que l'utilisation de ces déterminants freine les femmes lorsqu'elles veulent postuler suite à une offre d'emploi. Et donc, les biais inconscients, on a les préjugés profondément ancrés qui influencent les décisions de recrutement, de promotion et d'attribution de projets des femmes qui sont souvent perçues comme moins compétentes techniquement sans preuve objective. On a la culture bro. En réalité, de nombreuses entreprises tech perpétue une culture masculine exclusive qui marginalise les femmes et autres groupes sous-représentés, créant un environnement hostile ou inconfortable. Ayant eu la chance de faire
plusieurs grands groupes. Par exemple, quand j'étais chez Renault, moi, j'étais dans la DSI en commercialisation, c'est-à-dire la DSI qui s'occupe de toute la partie marketing, vente et après-vente des voitures Renault. J'étais dans une équipe de presque 20, voire 25 personnes en incluant les devs. Et dans toute cette équipe-là, vous allez voir que la majorité des cadres supérieurs sont des hommes. Heureusement, ma manager était une femme, voilà, donc elle était vraiment une figure, une rôle modèle dans ce secteur-là qui était dominé par les hommes. Alors que vous allez voir que même les grands groupes, les grandes entreprises vont toujours donner plus de représentation aux hommes qu'aux femmes. On a un manque de modèles. En réalité, l'absence de femmes leaders visibles dans l'industrie limite les aspirations et les opportunités de mentorat pour les jeunes professionnels. Oui, en réalité, quand il n'y a pas de femmes dans un secteur ou dans un pôle de la tech ou qui propose des solutions IT, cela ne permet pas justement d'accompagner ou de suivre les carrières professionnelles des profils juniors ou des personnes qui viennent d'intégrer ces boîtes-là. On a aussi équilibre vie-travail. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. En réalité, les attentes irréalistes en matière d'heures de travail et la culture du toujours disponible pénalisent disproportionnellement les femmes qui assurent encore majoritairement les responsabilités familiales. Je vais revenir sur un exemple personnel. Moi-même, j'ai été victime de l'équilibre travail-vie. Toujours chez Renault, voilà. Chez Renault, je pense que c'était entre 2021 et 2022. J'étais en mission pour un poste de business analyst, access manager, sur une solution Renault appelée TSP, Digital Service Portail. Et je me rappelle, pendant les vacances d'été, vous savez, la plupart des sites Renault sont fermés. Donc, en tant que prestataire ou même ceux qui travaillent en interne, Renault vous donne la possibilité de faire du télétravail. Et donc, moi, à l'époque, je gardais mon fils Michael qui avait, je pense, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi. Et donc, j'avais une réunion en début d'après-midi à 14h30 où je devais faire une présentation. Et donc, au cours de cette présentation, bon, moi, j'avais fait coucher Michael qui faisait sa sieste. Et entre-temps, il s'est réveillé. Il s'est réveillé et en pleine réunion, il s'est pointé en disant, oui, maman, j'ai fait. Vous voyez? Et donc, tout ça, ça m'a pénalisé parce que voilà, c'est moi qui faisais la présentation. Il y avait, je pense, une quinzaine de personnes. Et vous voyez? Moi-même, j'étais pas à l'aise avec ça. Tu sais, voilà, j'avais pas anticipé en disant que, entre-temps, Michael, il allait arriver en plein milieu de la réunion. Et on me l'a reproché. Ma manager, à la fin de la réunion, m'a dit, non, je suis pas d'accord avec ce comportement-là et tout. Et elle m'a même donné quelques jours en disant que non, d'essayer de trouver une solution et tout ça. Raison de plus pour dire que c'est compliqué en tant que femme, quand on évolue dans ce secteur-là, d'arriver au fait à avoir cet équilibre travail et puis vie personnelle. Et donc, les attentes sont irréalistes en matière d'heures de travail et de la culture du toujours disponible qui pénalise de façon disproportionnelle les femmes qui assurent encore majoritairement les responsabilités familiales. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions dans la section des commentaires. Allez, let's continue. Stratégie éprouvée pour promouvoir la mixité. Là, on est sur le plan solution. C'est vrai, on a essayé de décortiquer tous les problèmes qu'on peut avoir autour
des causes ou des biais qui font qu'on a une sous-représentation des femmes dans l'industrie de la tech. Maintenant, quelles sont les perspectives, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour justement apporter une mixité ou une équité dans cette industrie? Allez, nous allons les découvrir tout de suite. Alors, stratégie éprouvée pour promouvoir la mixité. Il faut un recrutement inclusif. Le recrutement inclusif va se tourner vers les descriptions de postes neutres en genre. Oui, au lieu de dire le chef de projet, le data scientist, voilà. C'est pour cela, c'est bien aussi dans le système anglophone. Vous allez voir que dans le système anglophone, on ne fait pas la différence entre le et la. Quand on propose un poste, on va juste dire data scientist, vous voyez. Alors que dans le système francophone, vous allez voir souvent, on va mettre l'accent sur le chef de projet, le business analyst, le data engineer, vous voyez. Alors que chez les anglophones, non, il n'y a pas de déterminant, on met juste data engineer, business analyst, data scientist, data analyst. Voilà, je pense que c'est pour cela ils sont beaucoup plus en avant sur nous, sur ce côté de mixité. Et donc, on va aussi avoir des panels d'entretien diversifiés, des critères d'évaluation standardisés, des partenariats avec organisations féminines. Oui, j'avais suivi une intervention de Rebecca et Shonko. Voilà, j'espère que je prononce très bien son nom. C'est une femme qui inspire beaucoup. Elle est camerounaise d'origine, mais elle a grandi aux États-Unis. Dans son intervention, elle disait que dans leur société, je pense que c'est Aptech, elle valorise beaucoup plus les femmes. Elles vont recruter plus de femmes que d'hommes dans la société. Donc, ce qui signifie que pour apporter des solutions ou sensibiliser les femmes à s'orienter ou à poursuivre leur carrière dans cette industrie de la tech, on peut signer des partenariats avec cette société ou ces sociétés justement qui donnent beaucoup plus de place, beaucoup plus de visibilité aux femmes. Au niveau du développement de carrière, on a des programmes de mentorat très ciblés, de formation en leadership pour femmes, une visibilité sur projets stratégiques, des plans de succession inclusifs. Côté culture d'entreprise, on va avoir des politiques de flexibilité du travail, des congés parentaux égalitaires. Je pense que la France est en train vraiment de faire un travail incroyable sur ce côté-là. Maintenant, je pense qu'il y a une loi qui a été pas encore adoptée ou votée, qui va mettre l'accent en fait sur l'égalité du nombre de jours au niveau des congés parentaux. Si vous êtes une femme, par exemple, que vous devez avoir 4 mois au moins de congé de maternité, ça serait pareil pour un homme. Donc, l'homme aussi peut avoir 3 ou 4 mois de congé parentaux, voilà, pour justement permettre que ce soit l'homme ou la femme qui doit s'occuper des enfants, que cela ne cause pas de problème. Donc, cela peut permettre justement à la femme après la maternité, après les 3 ou 4 mois, de reprendre son boulot. Et puis, le tour de l'homme de pouvoir s'occuper de l'enfant pendant quelques temps avant de trouver une solution, c'est-à-dire la crèche ou une assistante maternelle pour s'en occuper. Donc, on va aussi mettre l'accent sur la formation anti-biais obligatoire et puis la tolérance zéro pour le harcèlement. Oui, c'est vrai que dans certaines boîtes, on peut être confronté en tant que femme à des harcèlements, à des stéréotypes venant de la part des hommes la plupart du temps, surtout si vous avez un niveau dans
dans l'architecture plus élevé que l'homme et que vous êtes femme, vous pouvez être harcelé ou parfois avec des mots sexistes mal placés et tout cela. Donc, on doit aussi former les hommes à éviter justement ces harcèlements et dans l'entreprise dire qu'on a une tolérance zéro pour le harcèlement. Alors, la suite, on va maintenant faire des études de cas en entreprise sur les entreprises leaders en diversité. Là, j'avais donné l'exemple de Microsoft. Là, voilà, on a pris Microsoft, Salesforce et puis Accenture. Ils sont vraiment des entreprises tech, des entreprises qui sont dans l'innovation technologique. Donc, commençons par Microsoft. Alors, on a une augmentation de 6,5% de femmes dans les rôles techniques en 5 ans grâce à des initiatives ciblées de recrutement et de rétention. On va avoir aussi le programme DigiGirls qui va inspirer des milliers de jeunes filles chaque année. Je rappelle que moi, j'ai déjà suivi justement une formation proposée par Microsoft en début d'année sur l'intelligence artificielle et c'est un programme très intéressant qui vous forme sur tous les outils de l'intelligence artificielle. Alors, côté Salesforce, on a un investissement de 16 millions de dollars pour éliminer les écarts salariaux et promotion active des femmes leaders. On va se retrouver donc avec 30% des postes de direction qui seront occupés par des femmes et cela reste un chiffre en constante progression. Chez Accenture, on a un objectif de 50% de femmes dans l'effectif d'ici 2025. Bon, on essaiera de faire les investigations pour voir si Accenture a atteint cet objectif avec transparence totale sur les métriques de diversité. On aura par ailleurs des programmes de formation et mentorat dédiés aux talents féminins à tous les niveaux. Très bonne proposition de solution pour pouvoir justement augmenter la diversité dans ces entreprises. Le rôle crucial du leadership, très important. Alors, est-ce que nous avons... OK, nous sommes sur la bonne slide. Le rôle crucial du leadership, en réalité, la diversité commence au sommet. Sans engagement authentique des dirigeants, les initiatives de mixité restent cosmétiques et inefficaces. Oui, depuis la tête, nous devons s'engager justement, je veux dire, les dirigeants de grandes entreprises doivent avoir cette vision de pouvoir faire la promotion de la diversité. Donc, les leaders doivent aller au-delà des déclarations d'intention ou des discours et démontrer un engagement tangible. Cela signifie allouer des ressources significatives, établir des objectifs mesurables, tenir des managers responsables des résultats et modéliser personnellement les comportements inclusifs. Enfin, les entreprises les plus performantes en matière de diversité ont toutes un point commun, une direction qui considère la mixité comme une priorité stratégique, pas comme une initiative RH secondaire. Oui. Dans ces entreprises qui sont des leaders dans le secteur de la technologie, un accent doit être mis sur la diversité. Cela ne doit pas juste être un sujet secondaire à côté ressources humaines, ça doit devenir vraiment un sujet prioritaire au sein de ces entreprises-là. Et quand au niveau de la hiérarchie ou dans le top manager, ces idées ou cette vision est partagée, cela va se déployer en dessous de toute l'échelle au fait ou de l'architecture au sein de ces boîtes-là. Alors, nous allons continuer.
quelle va être donc la feuille de route vers la parité? En phase 1, il y aura un diagnostic de 0 à 3 mois. Autour de ce diagnostic, on aura un audit complet des pratiques actuelles, une analyse des données démographiques, identification des obstacles spécifiques et consultation des employés. En deuxième phase, on aura une planification de 3 à 6 mois, c'est-à-dire une définition d'objectifs SMART. Le fameux SMART, il revient à chaque fois spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel, avec des échéances, bien évidemment. Élaboration des stratégies d'action, allocation de budget et ressources, communication du plan aux parties prenantes. Oui, il faut la communication, partager la feuille de route, mais aussi les objectifs à atteindre à toutes les parties prenantes. En troisième phase, il y aura une mise en œuvre qui va durer entre 6 et 18 mois. Au cours de cette mise en œuvre, on aura le lancement des initiatives de recrutement, la formation des équipes, la révision des politiques RH, la création de programmes de mentorat et de développement. Là, je donne vraiment une feuille de route ou des actions concrètes que les entreprises peuvent adopter pour augmenter la diversité. Et en quatrième phase, on va avoir une évaluation. Oui, après la mise en œuvre, il faut faire une évaluation qui va durer entre 18 et 24 mois. Au cours de cette évaluation, on aura une mesure des progrès par rapport aux objectifs. Est-ce qu'il y a eu du progrès? Peut-être en début 2025, on avait 2 ou 3 femmes dans les postes qui occupaient les postes stratégiques au sein de la DSI de l'entreprise. Est-ce que fin 2025, est-ce qu'on a augmenté justement ce nombre de femmes? Est-ce qu'on est passé peut-être de 2, 3 jusqu'à 5, voire 6 femmes dans la DSI? Et donc, au cours de cette phase d'évaluation, on va revenir sur les progrès par rapport aux objectifs, les ajustements des stratégies selon les résultats, et une célébration des succès. Si on a pu augmenter, on a pu recruter des cadres supérieurs femmes au sein de ces DSI, c'est à féliciter, c'est à encourager. Et puis, faire une planification de la prochaine phase. Qu'est-ce que nous allons faire prochainement? En phase 5, on va donc mettre l'accent sur une amélioration continue qui va durer plus de 24 mois. Et donc, au cours de cette amélioration continue, il y aura une institutionnalisation des pratiques inclusives, une révision régulière des objectifs, le partage des meilleures pratiques et le maintien de la dynamique sur le long terme. Sinon, on a réussi autour de ces feuilles de route avec les objectifs qu'on s'est fixés. On doit falloir maintenir cette dynamique-là pour ne pas rechuter, mais surtout augmenter sur le long terme. Il faut par la suite mesurer le progrès avec des indicateurs clés de performance, les KPIs. Et au niveau de ces indicateurs clés de performance, on aura un objectif de recrutement. Quel est notre objectif de recrutement? Pourcentage minimum de candidats dans le pipeline final pour chaque poste technique. On va peut-être se donner 40% comme objectif de recrutement à atteindre pour des femmes dans le secteur de la tech. On va aussi mettre l'accent sur la parité promotionnelle qui est par exemple 50%, et c'est le taux de promotion des femmes qui devrait être équivalent à leur représentation dans l'effectif. 90% de taux de rétention, c'est l'objectif de maintien des talents féminins dans l'entreprise sur 3 ans. Et enfin, une équité salariale 100%, c'est-à-dire une femme qui est cadre supérieur dans une DSI en tant que project manager doit avoir le même salaire qu'un homme qui occupe le même poste. Alors, donc, ces métriques doivent être
suivi trimestriellement ou semestriellement et partagé de manière transparente avec l'ensemble de l'organisation. La responsabilité des résultats doit être partagée avec toutes les parties prenantes, mais aussi en se basant sur ces performances-là qu'on vient de partager. Alors, il faut aussi investir dans l'éducation et la sensibilisation, très important. Comme je le disais, c'est dès le bas âge qu'il faut mettre dans la tête, surtout des jeunes filles, que le secteur de la tech ou des sciences a besoin d'elles et qu'elles doivent justement relever les défis en s'orientant vers ces filières-là et ensuite vers ces métiers de la tech et des sciences. Donc, il doit y avoir un investissement dans l'éducation et la sensibilisation. En quoi faisant? En agissant en amont pour changer l'avenir. Les entreprises tech ont la responsabilité de contribuer à la formation de la prochaine génération de talents féminins. Cela commence dès l'école primaire en combattant les stéréotypes de genre liés au STEM, c'est-à-dire sciences et technologies. Le E est engineering, voilà, c'est en anglais. Et puis M pour les mathématiques. En français, c'est STIM, voilà. Donc, les STEM, c'est en anglais, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Les programmes d'initiation au code pour les jeunes filles, les bourses d'études, les stages dédiés et les partenariats avec les universités sont autant d'investissements qui portent leurs fruits à moyen terme. Et enfin, on doit programmer ou planifier des ateliers de codage pour collégiennes et lycéennes, programmes de mentorat entre professionnels et étudiants, des journées découvertes dans les entreprises tech. Par exemple, voilà, dans une école, on peut décider de faire découvrir les lycéens, les lycéennes et les collégiennes à Google, par exemple, ou à Microsoft ou à Meta. Voilà. Non, cela les stimule, les prépare à s'intéresser à ces filières-là et plus tard s'orienter vers ces métiers de l'industrie de la tech. Et enfin, il faut des bourses d'études pour formation technologique. Oui, on doit pouvoir aussi octroyer des bourses aux jeunes filles dans les formations en technologie ou en sciences. Le coût de l'inaction, oui, qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas agir, de ne pas passer à l'action? On aura une perte de talent, une stagnation de l'innovation et puis la déconnexion du marché. Côté perte de talent, les meilleurs profils évitent les entreprises avec une mauvaise réputation en matière de diversité. Oui, quand on attend que voilà cette entreprise ne promet pas la diversité, bon, aucune femme et fille ne va vouloir s'orienter vers cette entreprise-là. On aura une stagnation de l'innovation. Les équipes homogènes produisent des solutions moins créatives et plus limitées. Et j'avais suivi un documentaire, je pense il y a quelques mois, et on avait proposé, c'est un concessionnaire de voitures, on avait proposé aux femmes justement de la boîte de concevoir une voiture qui les représente, vous voyez, en tant que femme, quel type de voiture ou comment vous voulez en fait qu'on crée des voitures à votre image, des voitures qui répondent à vos besoins. En tant que femme, quand vous rentrez dans une voiture, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans la voiture? Et donc, ces femmes-là, justement, ingénieurs dans le secteur de l'automobile, ont justement conçu des voitures qui répondent justement aux besoins des femmes. Donc, cette mixité permet justement de pouvoir concevoir des produits ou mettre en place des services qui vont répondre aux besoins des hommes et des femmes. Supposons que ce sont des produits et services conçus par les hommes, voilà, et ils vont pas se rendre compte que nous, en tant que femmes, on aura
besoin de cette fonctionnalité ou de cet outil-là pour que le produit il soit efficace ou réponde à notre besoin. Donc, cette mixité va justement permettre de mettre en place des solutions plus créatives et plus inclusives. Alors, on a une déconnexion du marché. La déconnexion du marché va se trouver vers l'incapacité à comprendre et servir une clientèle diverse représentant à peu près 50% du marché. Oui, quand on est déconnecté du marché, quand on n'est pas au courant des attentes, des évolutions, on peut être amené à concevoir des produits, mettre en place des services qui ne répondent pas efficacement aux attentes du marché. Donc, ne rien faire n'est pas une option viable. Donc, les entreprises qui ignorent l'impératif de diversité se retrouveront progressivement marginalisées, incapables d'attirer les talents, de servir leurs clients efficacement ou de rester compétitives dans un marché mondialisé. Le coût financier de la non-diversité se chiffre à milliards. Les opportunités manquées, les turnovers élevés, les procès pour discrimination et images de marque détériorées. Nous approchons de la fin, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement dans la section de commentaires. Alors, appel à l'action, oui, il faut passer à l'action tout de suite, right now, ne pas attendre le bon moment pour faire les choses. Vous avez maintenant tous les leviers, toutes les informations, il faut passer à l'action. Que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez responsable des ressources humaines, c'est le moment de passer à l'action. En quoi faisant? Par exemple, les dirigeants font de la diversité une priorité stratégique avec un budget dédié, établir des objectifs mesurables et publics liés la rémunération des cadres au progrès en diversité, mais aussi communiquer régulièrement sur les avancées. Côté manager, il faut examiner vos biais personnels et les corriger activement. Il faut aussi créer un environnement inclusif dans vos équipes, sponsoriser et mentorer des talents féminins et puis intervenir face aux comportements inappropriés. Employés, comment vous devez passer à l'action? Devenir allié actif et visible des collègues sous-représentés. Vous devez amplifier les voix féminines dans les réunions, donner la parole aux femmes, participer au programme de mentorat et puis signaler les comportements discriminatoires. Vous avez toutes les informations, tous les leviers pour passer à l'action, donc il n'y a plus d'excuses. Enfin, nous allons conclure, la mixité est un impératif pour l'avenir de la tech. Sachez que l'industrie technologique se trouve à un tournant décisif. La mixité n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour construire un avenir innovant, équitable et prospère. Par ailleurs, les entreprises qui embrassent véritablement la diversité de genre bénéficieront davantage concurrentiel durable. En outre, le chemin vers la parité est long et nécessite un engagement constant à tous les niveaux de l'organisation. Mais les bénéfices qui sont l'innovation accrue, la performance supérieure, la culture enrichie valent largement l'investissement. Enfin, le moment d'agir est maintenant. Chaque jour sans progrès est une opportunité perdue pour notre industrie et notre société. Ensemble, nous pouvons transformer la tech en un secteur véritablement inclusif où les talents de tous s'épanouissent. Nous voilà à la fin de ce webinaire. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions dans les commentaires. Nous prendrons le temps d'y répondre. Et sachez que ce webinaire sera diffusé dans les jours à venir, ce week-end ou
la semaine prochaine. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire une fois de plus que notre deuxième ouvrage, le potentiel, est enfin disponible sur tous les sites Amazon, sur Amazon.fr, Amazon.com, Amazon.be, Amazon.it, voilà, dans tous les pays de la zone euro, vous retrouverez potentiel exploiter toutes vos ressources. Pour ceux qui m'ont demandé le prix, sachez qu'il est à 19 € hors taxe. Voilà, avec les frais de livraison, vous serez soit dans les 20-21 €. Donc, allez-y, passez vos commandes et j'ai hâte vraiment de lire vos retours ou vos feedbacks après lecture. Vous avez également le dossier de presse qui est disponible et que vous pouvez retrouver sur nos plateformes des réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Rose TV Network, mais aussi ma page, mon compte pro Rose TV, pareil sur Facebook, sur nos pages Facebook Rose TV Network Edition. Et en fait, sur notre site internet www.rosecompany.fr. Vous savez tout maintenant, donc passez à l'action et nous avons vraiment hâte d'avoir vos retours sur expérience ou vos retours après lecture de potentiel, exploiter toutes vos ressources. Merci à vous d'avoir tous participé à ce webinaire. Et pour ceux ou celles qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos idées, de vos questions surtout autour de cette thématique. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est le réveil de Noël. J'anticipe pour vous souhaiter un bon réveil de Noël, un joyeux Noël. Et puis peut-être on se verra certainement avant la fin de cette année. Si c'est pas le cas, bonne fête également de fin d'année. Et on se dit à très vite sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. À très bientôt. Au revoir. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.